Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau gouvernement a été mis en place au Mali le 7 juillet 2016. Un remaniement marqué par l'entrée de la coordination des mouvements de l'Azawad, une première depuis la signature de l'accord de paix en 2015. Le 25e anniversaire de la conférence nationale souveraine a été célébré ce vendredi 8 juillet au Togo. Les différents acteurs de cette conférence ont tenu des assises pour la construction d'une meilleure démocratie. Et puis focus en fin d'édition sur le journaliste congolais Jean-Pierre Kibambi Chintwa. Après 40 ans de carrière, le journaliste écrivain est sur le point de publier son autobiographie « Ma vie d'un grand reporter ». Je vous le disais en titre, au Mali, le gouvernement a connu un remaniement ce jeudi 7 juillet, un remaniement ministériel marqué par l'entrée d'un membre de la coordination des mouvements de l'Azawad, ou plutôt d'une membre, puisqu'il s'agit de Nina Wallet Intalou, nommée au poste de ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Les détails dans ce reportage de Mokhtar Bari. Au Mali, le Premier ministre a remanié son gouvernement ce jeudi 7 juillet 2016. Troisième gouvernement de l'ère Modibo Keïta, la nouvelle équipe compte 34 ministres contre 32 précédemment. Ce remaniement plusieurs fois reporté marque l'entrée au gouvernement de la coordination des mouvements de l'Azawad et de la plateforme proche de Bamako. Les Maliens espèrent que leur présence permettra une avancée du processus de paix. Ça encourage les Maliens parce que ce gouvernement renferme des cadres valables qui viennent des institutions internationales à beaucoup d'autres choses. Nous pensons que ce gouvernement va être à la hauteur des missions qu'on leur confiera. Personnellement, je salue l'entrée de la CEMA et de la plateforme dans ce nouveau gouvernement. C'est ce que tous les Maliens attendaient pour qu'on puisse accélérer le processus de réconciliation et de paix au Mali. Par rapport à la mise en place des autorités intermédiaires, il y a eu des blocages, ceci, cela. Il y a 2 semaines déjà, ils avaient claqué la porte. Mais peut-être avec leur entrée au gouvernement, tout ça, ça pourra un peu rentrer dans l'ordre et puis accélérer le processus de la mise en œuvre de l'accord. Je crois que le Premier ministre devait démissionner d'abord et le président Ibrahim Bokar Keïta va faire la consultation des partis politiques, des sociétés civiles, même de la presse, pour former un nouveau gouvernement de combat. Parce que le moment là, c'est un gouvernement de combat que le Mali a besoin. On note l'entrée de 9 nouveaux ministres et 7 départs, dont des ténors comme Shogel Maïga de la communication, Draman Dambélé de l'habitat et de l'urbanisme et Zahabi Ould Sidi Mohamed de la réconciliation nationale. Le nouveau gouvernement a été mis en place dans le contexte de la promesse tenue par le président de la République dans le cadre du processus d'Alger et en particulier l'accord de Bamako. Et donc la communauté internationale attendait une certaine ouverture pour que les dividendes de la guerre pour les groupes rebelles soit effectif. Le retour d'anciens ministres et proches de l'ex-président Amadou Toumani Touré, mais aussi l'entrée du célèbre avocat malien Maître Ismaïla Konaté à la justice sont des faits marquants de ce remaniement. 8 femmes siégeront désormais dans ce gouvernement. Entre revendications des groupes armés et recrudescence des attaques terroristes, les attentes des Maliens sont multiples pour un retour rapide de la paix dans le pays. Et justement, suite à l'entrée au gouvernement de Nina Wallet Intalou, la CMA n'a pas manqué de réagir. La plateforme affirme ne pas avoir été consultée pour cette nomination. Elle considère donc que la nouvelle ministre malienne ne représente pas la CMA au sein du gouvernement. Également dans l'actualité, en bref, le dialogue inter-burundais qui devait normalement se tenir à partir de ce samedi 9 juillet jusqu'au 12 juillet en Tanzanie a été reporté. Les nouvelles dates devraient être annoncées prochainement. Cette deuxième session de pourparlers devait faire suite à celle tenue à Arusha en mai 2016. Ce vendredi 8 juillet 2016 était une date particulière au Togo. Le pays célébrait les 25 ans de la conférence nationale souveraine. Les différents acteurs déjà présents à la conférence du 8 juillet 1991 ont décidé d'élaborer un nouveau projet de société pour fêter cette commémoration. Donc, gracias Podo.
Venir de sa conférence nationale souveraine, le Togo a commémoré ce vendredi les 25 ans de cette rencontre considérée comme celle ayant ouvert la voie à la démocratie dans le pays. Le 8 juillet 1991, sous la pression populaire, l'ancien président Gnassingbé Eyadema va se plier aux exigences du multipartisme et sera contraint d'accepter que soit élaboré un nouveau projet de société pour le Togo. Plusieurs centaines d'acteurs politiques, de la société civile et de confessions religieuses avaient pour mission de dégager des pistes pour une consolidation des institutions de la République. La conférence a eu du succès pour avoir posé un diagnostic clair du mal dont souffre le peuple togolais. La conférence a eu du succès en ce qui concerne les remèdes à apporter, mais malheureusement, dans la mise en œuvre des décisions, il y a eu une mauvaise négociation avec le pouvoir en place. Ce qui a fait que les décisions n'ont pas été appliquées et donc on se retrouve à la situation de départ. La conférence nationale souveraine avait surtout permis de déterminer les rôles des différentes composantes de la société togolaise, notamment celui de l'armée, des chefs traditionnels et des partis politiques. 25 ans après, les Togolais tentent de revisiter ces assises nationales en ressortant les problèmes actuels du pays. Malgré quelques entraves à la démocratie, la plupart des acteurs sont optimistes et veulent bâtir une meilleure nation pour l'avenir. Lorsque nous parlons des acquis de la conférence nationale, nous nous posons la question si on avait mis tout ça en application. Aujourd'hui, nous pensons que notre pays serait loin. Et nous avons repris tous les éléments de la conférence et nous souhaitons que les pouvoirs publics revoient si certains de nos problèmes ne trouvent pas leur solution là-dedans. Le problème fondamental du peuple togolais, la réconciliation nationale. Nous continuons d'en parler alors qu'au sortir de la conférence nationale ou alors avec la conférence nationale, nous aurons pu la réaliser. La conférence nationale souveraine au Togo s'est tenue du 8 juillet au 28 août 1991 et marquait un tournant décisif dans l'histoire de la vie politique du pays. Une table ronde a été organisée ce vendredi à Lomé dans le cadre de cette commémoration. Les acteurs de la société civile togolaise ont adopté une déclaration commune qui sera mise à la disposition du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Autre anniversaire aussi, mais bien plus jeune, le Soudan du Sud fête ses 5 ans d'indépendance ce samedi 9 juillet 2016. Malgré la signature de l'accord de paix en août 2015 et la réinstallation du vice-président Riek Machar, le plus jeune pays d'Afrique reste soumis à de vives tensions. Ces 2 derniers jours encore, de violents échanges de tirs ont eu lieu dans la capitale Juba. Focus à présent sur l'un des grands noms de la presse en République démocratique du Congo. Il s'agit de Jean-Pierre Kibambi Chintwa. Cet ancien journaliste de presse présidentielle a plus de 40 ans de carrière. Il a décidé de partager son expérience par le biais de son autobiographie « Ma vie d'un grand reporter ». Un portrait à découvrir avec notre correspondant Jacques Amboka. Ancien journaliste à la présidence sous le régime Mobutu, ancien correspondant de RFI, TV5, journaliste chevronné, Jean-Pierre Kibambi Chintwa est cité parmi les grands noms de la presse congolaise. Propriétaire de Numérica, l'une des 60 stations de télévision qui compte la capitale congolaise, il a plus de 40 ans de métier qui lui assure une expérience nécessaire et notoriété dans le domaine de la presse et non seulement. J'ai commencé ce métier de journaliste en 1972. Armé de quelques connaissances de philosophie, du séminaire interdiocésain de Lubumbashi et de l'amour que j'avais pour ce métier. Voilà les 2 armes avec lesquelles j'ai commencé. Ensuite, je suis allé en formation en France, ce qu'on appelle aujourd'hui à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Dans une capitale où on dénombre plusieurs facultés de communication et une multiplicité d'organes de presse, Kibambi porte plutôt un regard critique sur la formation des journalistes congolais et les conditions dans lesquelles ils travaillent. L'IFACIC, l'ancienne ISTI, a fait beaucoup. Aujourd'hui, nous avons des facultés à l'UNIKIN, chez les protestants, chez les catholiques. Mais sur le plan pratique, la plupart de nos jeunes gens se sont formés sur l'État. Et avec moins d'expérience, on fait ce que nous, on appelle observation d'un groupe au travail. Et avec cette formation très primaire, on n'arrive pas à donner aux jeunes gens toutes les armes qu'il faut. Journaliste, mais aussi écrivain, Jean-Pierre Kibambi Chintwa s'est retiré momentanément de la capitale pour Lubumbashi, où il a grandi. Il se consacre actuellement à l'écriture de son autobiographie intitulée « Ma vie d'un grand reporter ».
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.